Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Nicolas Lecaroff. Il est membre du Bureau national des Républicains. Il est également délégué de la 4e circonscription des Côtes d'Armor. Et il est avec nous en direct ce matin. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler de politique, ça ne vous aura pas échappé. Situation assez inédite, il faut bien le dire. On sort d'une élection européenne avec tous les soubresauts qu'elle a engendré cette élection, et on va en parler. Et on rentre directement dans une séquence assez inattendue, puisque dimanche soir, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, alors on parlera de cette dissolution dans un instant. Ça veut dire aussi qu'il y a très peu de temps pour s'organiser au sein des états-majors. Ça se passe comment chez LR ? Écoutez, ça se passe en tout cas. Le caractère et la vertu des temps difficiles, comme disait le général de Gaulle. Donc on ne manque pas de caractère, surtout en Bretagne. Donc on s'organise pour avoir des candidats dans chaque circonscription et surtout pour faire réélire nos sortants. Alors, on va parler aussi des grandes manœuvres, parce que on l'a compris, le RN est arrivé largement en tête ici, y compris en Bretagne. Ça a été aussi un peu le coup de tonnerre politique en Bretagne. On parle d'alliance aujourd'hui. On a vu la main tendue de Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella qui tend la main aux Républicains, mais aussi d'un autre côté à Marion Maréchal et à Reconquête. Comment les Républicains vont se situer dans cette alliance possible, et est-elle justement possible, cette alliance ? Écoutez, je ne sais pas ce que feront l'ensemble des députés Les Républicains. Toujours est-il que notre intérêt, l'intérêt de notre famille politique, c'est de rester indépendant comme on l'a toujours été. Aujourd'hui, on a une 60aine de députés à l'Assemblée nationale. Ces 60 députés ont été élus sur leur nom, parce qu'ils avaient des résultats, parce qu'ils étaient connus, parce qu'ils étaient identifiés. Je crois que ce serait très malvenu et très mal perçu qu'aujourd'hui, ils aillent rejoindre, pour certains, le Rassemblement national par opportunisme, pour d'autres également par une autre forme d'opportunisme, la majorité présidentielle qui essaie de s'en sortir comme elle peut. Voilà, qui tend la main aussi. Vous êtes finalement très courtisés, les Républicains. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, finalement, s'il n'y a pas d'union des droites, qu'il y ait un pays qui soit très difficile à diriger le 7 juillet ? En tout cas, à gouverner. L'union des droites, c'est une arlésienne qui revient à chaque élection. Je crois que c'est avant tout conceptuel, et que concrètement, on ne fera pas une union à l'échelle des appareils politiques. Ce sont aux électeurs de trancher. C'est bien qu'il y ait plusieurs offres. Et puis, à la différence des européennes où c'est un seul tour à la proportionnelle, là, on a un scrutin majoritaire à 2 tours. Donc, au premier tour, on choisit, et au deuxième tour, on élimine, tout simplement. Et donc, la démocratie, c'est d'avoir le maximum de choix possible. C'est très bien qu'il y ait diverses offres politiques, à droite comme à gauche d'ailleurs. Alors on va en parler de la gauche, justement. Il y a eu de grandes manœuvres là aussi. On a un retour de la NUPES sous une forme un peu différente. Le nouveau Front populaire, voilà, on entend un peu l'histoire revenir avec Léon Blum. Un nouveau Front populaire avec le PS, avec LFI, avec les écologistes et différentes forces de gauche, qui appellent aussi les syndicats, les associations à se joindre à ce Front populaire, ce nouveau Front populaire, pour faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que aujourd'hui le barrage à l'extrême droite, alors au Rassemblement national, à Reconquête, est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui quand on voit la carte de France ou la carte de Bretagne ? Écoutez, je ne le crois pas. Je ne crois pas que ce soit la bonne stratégie. Ça fait 20 ans que c'est cette stratégie qui prime. On le voit de scrutin en scrutin, ça n'est pas payant. Il faut arrêter parce que ça infantilise les électeurs, et c'est pas le but. Le but, encore une fois, c'est de présenter un maximum de candidats avec des offres politiques diverses. Je vois qu'on nous ressort effectivement le Front populaire. La gauche, voire l'extrême gauche, fait du réchauffé.
C'est très bien, c'est une stratégie, mais je ne crois pas que ce sera payant de refaire une NUPES ou un Front populaire, ils appellent ça comme ils ont envie de l'appeler, quand on voit la dérive de la France insoumise ces dernières semaines, alors que Raphaël Glucksmann a fait plutôt une bonne campagne. Je ne partage pas ses idées, mais il a fait une bonne campagne, il a fait un bon score aux européennes, il faut le dire. C'est peut-être le retour aussi d'un PS un peu plus historique. Se marier après une telle victoire avec l'extrême gauche, je ne suis pas certain que ce soit payant dans les urnes. On lui vole un peu son élection à Raphaël Glucksmann, de votre point de vue? Je ne sais pas si on lui vole son élection, mais en tout cas, on obère ses résultats, parce qu'ils auraient pu capitaliser sur ces résultats, peut-être jouer un phénomène d'amplification sur les élections suivantes. Là, ça pourrait être tout l'inverse. Avec une France, je le disais tout à l'heure, qui peut se révéler ingouvernable au lendemain du 7 juillet, avec des courants à gauche, avec une difficulté à droite, celle de pouvoir peser assez suffisamment, alors à l'extrême droite si le RN venait à obtenir une majorité, vous la voyez comment cette élection? Comme on dit, vous la sentez bien ou vous vous dites ça va être compliqué? Sur les sortants, la confiance prime. Sur les autres circonscriptions, on est comme tout le monde, on tâtonne. Les délais sont extrêmement courts, c'est inédit. On a jusque dimanche 18h pour déposer les candidatures. À partir de demain jusque dimanche, le laps de temps est très court pour s'organiser, pour trouver un candidat, un suppléant, un mandataire financier, des comptes de campagne, etc. Préparer tout le matériel de campagne, les bulletins de vote, les professions de foi. C'est très court, c'est extrêmement court. Donc la première question, ça va être de savoir qui va être en mesure de se présenter. Et ensuite, on pourra analyser. Mais ce qui est certain, c'est qu'on risque d'avoir des élections avec peu de candidats. Avec peu de candidats. Alors sachant, pour que les auditeurs puissent comprendre aussi la mécanique, que le temps de parole est décompté depuis aujourd'hui, hein, donc vous faites partie de ce fameux temps de parole, Nicolas Lecaroff, temps de parole qui oblige les radios, les télévisions, les médias à offrir la visibilité aux différents candidats qu'on ne connaît pas encore, en tout cas pour certains d'entre eux. Voilà, ça c'est pour la petite explication. Est-ce qu'elle vous a surpris, cette dissolution, en tout cas cette annonce de la dissolution, lorsque vous avez vu apparaître le chef de l'État sur votre écran dimanche soir? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce qu'il y avait déjà des petites choses qui avaient filtré? Alors si je vous disais que oui, vous ne me croirez pas. Donc, et non, je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, même les membres du gouvernement ne s'y attendaient pas pour certains. Donc on ne s'y attendait pas, on est tombé des nues. C'était la sidération dans tous les états-majors des partis politiques. Et puis, avec le recul, on se dit que finalement, effectivement, comment faire autrement? Comment faire autrement? Mais c'est vrai qu'à quelques semaines des Jeux Olympiques, à l'entrée de l'été, c'est vrai que ça interroge. Et puis, pour quel bénéfice politique pour le président de la République? C'est un choix qui n'est absolument pas rationnel, si on se positionne du point de vue de la raison. Il va en sortir quoi pour la majorité présidentielle? Enfin, la majorité actuelle, parce qu'il n'y aura plus de majorité présidentielle à la sortie des urnes, ça c'est une quasi-certitude. Donc on va avoir une Assemblée nationale encore plus morcelée qu'elle n'est, archipélisée même. Qui pour gouverner demain? C'est une vaste question. Que fera le président de la République au lendemain de ces élections législatives? Il a laissé entendre, alors il y a une conférence de presse cet après-midi, je ne sais pas s'il en parlera, s'il évoquera même le sujet, mais il se dit, en tout cas, toujours ce fameux off que les états-majors politiques et les journalistes, il faut bien le reconnaître, aiment bien un petit peu aussi utiliser ce fameux off qui laisse entendre que le président de la République pourrait, si le 7 juin il n'a pas la majorité, ou en tout cas la majorité présidentielle ne gagne pas ces élections, il pourrait remettre sa démission. Alors là, on rentrerait dans quelque chose de totalement inédit. Effectivement, mais je crois que nous rentrons dans une période de gros temps. En Bretagne, on est habitué, mais il ne faut pas exclure cette hypothèse d'une démission du président de la République le lendemain des élections législatives, ou un peu plus tard. Le lendemain, ça serait compliqué, ce serait en plein dans les Jeux Olympiques, bien que le président du Sénat pourrait faire l'intérim, c'est ce qui est prévu par notre Constitution. Mais aucun scénario n'est à écarter à l'heure actuelle. Le président de la République a dissous l'Assemblée nationale alors que personne ne s'y attendait.
il est très bien capable de mettre sa démission dans la balance lors d'une prise de parole qui pourrait intervenir dans les heures qui viennent d'ailleurs. Il a un petit côté imprévisible, Emmanuel Macron. En tout cas, on pourrait dire qu'il a joué un peu perso, un peu solitaire. On a entendu, là aussi, les langues se délient, Gérald Darmanin qui a dit quand même que bon, il avait une posture gaulliste. Voilà, c'est le terme qui a été employé. D'autres ont dit que voilà, ils auraient plutôt préféré la démission de Gabriel Attal, le Premier ministre, qui se fait souvent d'ailleurs en pareil cas, et peut-être une alternance et sans passer par une dissolution. Est-ce qu'il a joué un peu perso? Est-ce qu'il n'a pas mesuré finalement, Emmanuel Macron, les conséquences? Alors on a parlé pendant très longtemps de Jupiter, qui était tout seul à l'Élysée, qui était seul aux manettes, qui ne concertait pas. Et tout ça se confirme, puisque a priori quasiment personne n'était dans le secret. C'est une décision personnelle, c'est une décision qui appartient au président de la République aussi, il faut le dire. Mais en tout cas, ça confirme que l'exercice solitaire du pouvoir d'Emmanuel Macron est un fait. Sur le côté gaullien ou gaulliste, je ne sais pas comment on peut dire, bonne comparaison ou on en fait un peu trop autour de cela? Alors il faut faire attention parce qu'aujourd'hui tout le monde est gaullien, tout le monde est gaulliste. Qu'aurait fait le général de Gaulle en de tels temps? Peut-être aurait-il déjà démissionné depuis un moment. Parce qu'il y a déjà eu... je ne sais pas si le général de Gaulle aurait agi de la même façon au moment de l'épisode des Gilets jaunes, par exemple. Emmanuel Macron n'a pas fait grand-chose, finalement, au moment des Gilets jaunes. Donc comparons ce qui est comparable, et puis on comptera les points début juillet, et on verra ce que le président de la République décide, puisqu'on est suspendu également au résultat des urnes et puis aux conséquences qu'il pourra tirer de ces résultats. D'aucuns on dit aussi qu'il avait fait une bourde, c'est-à-dire on a repensé un petit peu à Jacques Chirac et ce fameux « j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale ». Ça peut être aussi une bourde présidentielle? Ça peut l'être, mais ça encore les résultats nous le diront. Bon, Jacques Chirac, on s'y attendait un peu quand même. C'était en coulisses, ça se préparait. Enfin, moi, j'avais 2 ans à l'époque, donc c'était en coulisses, ça se préparait. Là, c'est quand même plus soudain. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de précipitation? Peut-être, mais j'imagine que si le président de la République prend une telle décision, c'est qu'il a un schéma bien en tête. Du moins, je l'espère. Alors voilà, l'avenir nous le dira. Ça veut dire aussi cette soudaine dissolution, une campagne courte, ça veut dire donc, vous le disiez tout à l'heure Nicolas Le Carroff, trouver des candidats, mettre en place toute la machine électorale, et puis ça veut dire aussi quand même proposer un programme. Est-ce que, sans trahir de secret, les états-majors finalement, et c'est le cas pour LR, étaient prêts, ces états-majors, à livrer un programme aux Français, c'est-à-dire à dire voilà, on repart sur des choses très concrètes, sur le pouvoir d'achat, sur améliorer la vie des Français, sur le déficit aussi budgétaire qui est important. Est-ce que vous n'avez pas pris un peu de cours aussi sur l'élaboration d'un programme? Non, je ne crois pas. On a des parlementaires qui travaillent au quotidien sur les projets de loi de finances, sur des sujets très, très, très variés, encore sur la loi agricole récemment. D'ailleurs, tous les textes qui étaient en débat à l'Assemblée nationale vont repartir à zéro. Sauf le texte sur l'assurance chômage qui a priori sera promulgué. Oui, par contre sur l'assurance chômage, a priori ça ne pose pas de problème. Bon, soit. Mais qu'on soit pris de court par la décision, oui. Maintenant, des grands partis de gouvernement ou qui l'ont été sont tout à fait prêts, et c'est leur rôle, de construire un programme en quelques jours. D'ailleurs, le programme, on le connaît à peu près. Il va falloir repartir en campagne, il va falloir aller sur le terrain, là aussi. Est-ce que, sur une campagne aussi courte, c'est facile de faire passer les idées? Et là encore, on a l'ombre du Rassemblement national. Ça va être un exercice parce que la tentation du président de la République, c'est de dramatiser, c'est de faire moi ou le fascisme, tout simplement. C'est pas une vieille ficelle, finalement. C'est une très vieille ficelle, elle est très grosse cette ficelle. D'ailleurs, je crois que les Français n'en seront pas dupes. Mais le risque, c'est qu'effectivement, ça tourne à plein régime et qu'on ne voit pas les alternatives, qui pourtant existent, et les Républicains en font partie.
Alors les Républicains ont fait plutôt une campagne de très bonne tenue avec François-Xavier Bellamy pour les européennes. Là aussi, comment faire une campagne qui pourrait aboutir, là encore, sur une forme d'union, parce que vous ne pourrez pas gouverner seuls, les Républicains. Est-ce que là aussi, il va falloir peut-être faire des concessions, là encore? Alors déjà, vous faites bien de rappeler la belle campagne menée par François-Xavier Bellamy. Beaucoup nous prédisaient sur une catastrophe industrielle, comme on a pu le voir lors des élections présidentielles avec le score en dessous des 5%. Là, ça se maintient. Ça se maintient. On ne va pas crier non plus à la victoire, mais ça se maintient. On aura des élus au Parlement européen. Ça se maintient. Maintenant, sur la suite... quelle sera la position des LR à l'Assemblée nationale? Ce sera un groupe indépendant. Et puis, comme actuellement, on votera les projets, enfin les députés et les Républicains voteront les projets qu'ils considèrent bons pour la France, et ils ne voteront pas ceux qu'ils considèrent moins bons, tout simplement. Et puis le rôle d'un parlementaire, c'est toujours ça, finalement. Il rend des comptes à ses électeurs, et puis ce qu'ils jugent utile, ils le votent, et ce qu'ils ne jugent pas utile ou pas bon, ils ne le votent pas, tout simplement. Alors, avec des grands projets de loi, on pense à la loi sur la fin de vie, qui, bon, là, pour l'instant, est mise entre parenthèses, évidemment, qui va revenir à l'Assemblée nationale. Sur ces grands sujets de société, des alliances seront possibles, sans parler forcément d'alliances politiques, mais en tout cas, des votes qui peuvent aller dans le sens du Rassemblement national, ou plutôt d'une grande droite française. C'est possible. Même si vous avez parlé de la fin de vie, sur la fin de vie, même au sein des différentes forces politiques, il y a des nuances, mais c'est des projets, c'est des sujets, pardon, finalement très très intimes. Donc c'est logique qu'il y ait certaines, je dirais pas dissonances, mais certains points de différence entre d'un député à l'autre, ou il ne peut pas y avoir unanimité dans un groupe sur de tels sujets. Et ça peut s'entendre. Je crois que les gens l'entendent très bien. Alors on voit la gauche, on le disait tout à l'heure, qui a fait cette nouvelle union populaire, ce nouveau front populaire. Est-ce que vous craignez que... là aussi, au 7 juin, la gauche se fasse s'entendre au Parlement? Alors, on parle de députés LFI qui seraient peut-être un peu plus nombreux. Alors, il y a plusieurs thèses et plusieurs sondages, en tout cas, qui laissent apparaître des projections très différentes. Est-ce que là aussi, on peut arriver à une situation de blocage? En tout cas, on peut arriver à une situation de bordélisation de l'Assemblée beaucoup plus importante qu'elle ne l'est actuellement. Parce qu'on voit que les députés LFI sont pas si nombreux que ça, mais qui savent se faire entendre, avec beaucoup d'excès, peu de respect pour l'institution, également. Et surtout, s'ils étaient plus nombreux demain, les résultats des européennes le montrent, il y a une grande fracture entre nos villes et nos campagnes. On voit les résultats dans les très grandes villes, parce que les villes moyennes, c'est un peu moins vrai. Mais dans les très grandes villes, place LFI, les Verts, ou des forces plutôt très à gauche en tête, un Rassemblement national qui est plutôt dans ses scores habituels, et nos campagnes qui placent très largement le Rassemblement national en tête. Donc, vous savez, on a un choix de société. Est-ce que finalement une lutte ras des villes, ras des champs se met en place, ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution de rassemblement qui empêche ces fractures françaises de s'installer, de se creuser encore un peu plus? Quand on entend les Français qui s'expriment, les Bretons aussi, la Bretagne là encore a donné des scores importants au RN, alors que ce n'était pas une terre d'élection du Rassemblement national. On entend souvent la même petite musique. On ne s'occupe pas de nous. Les politiques nous ont oubliés. Alors particulièrement, vous le soulignez fort justement dans les campagnes. On a vu la disparition de certains services publics. On a un sentiment de déclassement. Et lorsque l'on parle aux Français, on les entend dire, bien voilà, on a du mal à payer notre facture d'électricité, on a du mal à se déplacer, voilà, et on vient nous parler de la Palestine, et on vient nous parler de la guerre, des sujets finalement qui ne sont pas les sujets prioritaires des Français. Est-ce que c'est ça qui a fait le succès de cette élection européenne pour le RN finalement? Complètement. L'inflation, l'accès à la propriété qui est devenu un luxe aujourd'hui. Avec l'augmentation des prix des matériaux, avec l'augmentation des prix de l'énergie, les prix de l'énergie,
toutes des vont continuer dépenses, à augmenter. des On prend le dépenses, gaz, effectivement, encore 10%, il me semble. 11,7, je crois. Exactement, au début de l'été. Donc, tous ces sujets qui tapent directement dans le porte-monnaie des Français de la classe moyenne et des plus modestes, qui effectivement font le terreau du Rassemblement national, parce que le gouvernement en place n'a pas su les entendre et puis faire des propositions pour les défendre. Mais c'est une voix aujourd'hui majoritaire dans le pays. On entend souvent un mot revient, en tout cas, c'est le mot mépris. On nous méprise. On a parlé tout à l'heure de la déconnexion du président de la République. La déconnexion et le mépris, ça va de pair, si j'ose dire. Il y a une déconnexion justement des élus par rapport au terrain, par rapport aux réalités. On le sent ça aujourd'hui. En tout cas, c'est perçu comme ça dans l'opinion. Tout dépend où on se place. Vous allez sur le terrain à Loudéac, vous croisez Marc Le Fur dans la rue. Je ne crois pas que même ses opposants puissent dire qu'il y a une déconnexion. Ils viennent frapper à sa porte, il les reçoit, il reçoit tout le monde, et puis les scores dans les urnes le montrent bien. C'est finalement la disponibilité, le fait qu'un député puisse être sur le terrain, puisse discuter sans filtre avec les habitants, avec C'est la proximité, il faut qu'il y ait des parlementaires à l'écoute et qui soient qui reçoivent leurs concitoyens, qui soient des relais, et puis qui soient à hauteur d'homme, tout en étant capable de parler avec les hauts dignitaires du pays. C'est ça que les gens attendent, c'est finalement des parlementaires qui peuvent alpaguer dans la rue et qui ne soient pas effectivement déconnectés comme peuvent l'être certains. Alors on a vu que, par exemple, Gabriel Attal n'a pas eu de mandat électif, il n'a pas été maire ou député même. C'est le cas aussi pour Emmanuel Macron. Est-ce que ça là aussi crée une fracture en ce sens où ils n'ont pas eu peut-être le sens des réalités, on ne leur a pas tout fait remonter peut-être non plus j'imagine, mais le sens des réalités du pays, comment sentir le pays, ça nous ramène à un certain général de Gaulle. Effectivement, ça peut jouer. Maintenant, le général de Gaulle, il n'a pas eu de mandat local non plus. Il y avait l'histoire. Il y avait l'histoire. Mais il y en a d'autres qui n'en ont pas eu non plus. Ça peut jouer. Maintenant, lorsqu'on est président de la République depuis 2017, je pense qu'il y a eu assez d'événements depuis, assez de visites de terrain, d'échanges. On se souvient avec ces salles remplies, avec plein de maires. Ce n'est plus une excuse, mais effectivement, le fait qu'il n'ait pas eu de mandats locaux, ça participe effectivement à la déconnexion, mais ce n'est pas la seule raison. À un moment donné, ils se sont un peu voilés la face également, où ils n'ont pas su voir. Il y a une forme de déni. Une forme de déni, une forme de déconnexion, tout simplement. Là, aujourd'hui, on a compris que c'est le terrain qui faisait remonter beaucoup de doléances, beaucoup de questionnements aussi. Est-ce qu'une page s'est tournée finalement avec cette élection européenne, tournée brutalement, peut-être même déchirer la page, on pourrait le dire comme ça? En tout cas, c'est la fin du macronisme. C'est une certitude. On voit que des voix dissonantes commencent à se faire entendre dans le camp présidentiel. Donc la page se tourne doucement. Est-ce que le président de la République va déchirer la page dans quelques semaines en remettant sa démission? L'avenir nous le dira. J'ai anticipé, si demain il y a démission présidentielle, est-ce que LR peut peser, peut faire émerger un homme, une femme, qui pourrait conduire au retour d'une droite républicaine? Alors encore une fois, les délais seront courts. L'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme et du peuple. Qu'est-ce qu'il en sera demain? Je ne sais pas. Mais effectivement, les aspirants ne manquent pas, en tout cas chez les Républicains. Maintenant, qui? Je ne vais pas vous donner de nom, je n'en sais rien. Qui pour les macronistes? On ne sait pas. Même au Rassemblement national, les élections européennes ont mis le doute. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas mettre Marine Le Pen sur la touche? En tout cas, c'est Bardella, Jordan Bardella, qui a porté ces élections, on le voit, y compris chez les jeunes générations qui se sont tournées vers 28 ans, hein, donc un jeune homme, mais voilà, on a senti une forme d'aspiration pour changer beaucoup de choses. Mais on sent aussi une aspiration de retour à l'ordre. Alors c'est ce qui irrite évidemment les forces de gauche hein, en règle générale. Est-ce qu'il y a un besoin d'ordre dans le pays pour pouvoir gouverner plus sereinement, pour partir sur d'autres bases? Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la clé du problème, allais-je dire? C'est indubitable qu'il y a un besoin d'ordre.
Il faut remettre de l'ordre dans le pays, il faut remettre de l'ordre d'un point de vue de l'insécurité, il faut remettre de l'ordre dans les finances publiques, il faut remettre de l'ordre dans le fonctionnement de l'État, de l'administration, il faut remettre de l'ordre partout. C'est un besoin d'ordre. Maintenant, pour revenir sur Jordan Bardella, il faut quand même recontextualiser. C'était des élections européennes. Demain, ce seront des élections législatives, peut-être après-demain des élections présidentielles. C'est pas le même mode de scrutin. Les aspirations des Français ne sont pas les mêmes. Les élections européennes sont souvent, parfois un défouloir. On voit très bien qu'il y a des forces politiques qui sont toujours naturellement assez hautes aux européennes et ça ne se répercute pas sur les élections qui suivent. Là, on a un calendrier qui est très serré, c'est un peu différent, mais il faut quand même recontextualiser. Demain, on va avoir une élection, un scrutin majoritaire à 2 tours. Il peut se passer beaucoup de choses entre il peut se passer beaucoup de choses entre les 2 tours. Et tout dépend de qui accède au second tour. Est-ce qu'on peut avoir des triangulaires également? C'est une question. Parce que je crois qu'on nous annonce une participation en très forte hausse. Alors on a déjà et ça, on peut s'en réjouir. Voilà, on a déjà cette hausse de la participation qui a dépassé d'ailleurs les prévisions des différents instituts de sondage, et effectivement c'est une très bonne chose. Et là on annonce encore, je vais parler de frémissement, mais on annonce quelques points en plus de participation. Est-ce que finalement là aussi il y a une reprise en main de la politique par les citoyens, en tout cas une forme de prise de conscience que les choses peuvent changer? En tout cas, cette décision du président de la République, elle aura eu une vertu, c'est de redonner la parole au peuple. Et il ne faut jamais avoir peur de redonner la parole au peuple, que ce soit par l'élection, par le référendum. Et on voit, et on le vérifiera, je pense, que la participation s'en ressentira. On aura certainement, je crois qu'on annonce un peu plus de 60% de participation. C'est le chiffre qui circule. Pour les législatives, ce serait 10 points de plus que pour les élections législatives de 2022. C'est considérable. Et ça, on peut s'en réjouir. Est-ce que c'est pas un peu tardif cette prise de conscience des citoyens, parce qu'on leur a pas donné finalement le fait de pouvoir s'exprimer? On aurait pu avoir beaucoup de référendums sur beaucoup de sujets depuis 2017. On aurait pu, on aurait dû. C'était la demande des Républicains, par exemple, de faire un référendum sur l'immigration. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu un tas de blocages juridiques notamment. Mais effectivement, il ne faut jamais avoir peur de redonner la parole au peuple. Et on gagne toujours à leur redonner la parole. Alors, on a aussi le Conseil constitutionnel qui a été beaucoup pointé du doigt ces derniers temps. Les Républicains ont déposé plusieurs recours, d'autres formations politiques également, et on a eu le sentiment que le Conseil constitutionnel était un petit peu au-dessus, même presque de l'État. Et là aussi, il faudra réformer un jour, il faudra repenser ce Conseil constitutionnel, le rendre peut-être plus indépendant, politiquement parlant. On sera obligé de le faire. C'est un juriste de formation qui vous parle. Les récentes décisions du Conseil constitutionnel sont absolument pas argumentées, absolument pas motivées. Ce sont des décisions quasi politiques. C'est une posture politique finalement. Qui ont une posture politique. Mais quand on regarde effectivement la composition, vous avez raison, c'est à peine surprenant. Maintenant, normalement, il y a un devoir d'éthique et de neutralité pour ces membres du Conseil constitutionnel, de prendre des décisions en toute neutralité et en toute objectivité. Maintenant, parfois, l'objectivité s'arrête à un certain point aussi, et puis on voit que les vieilles idées politiques qui ont fait les carrières d'un tas de membres du Conseil constitutionnel reviennent aussi en ligne de compte, et puis on a des décisions très surprenantes, et finalement, on enlève la parole au peuple. Demain, en fonction du gouvernement qui sera en place, des projets de loi qui pourront être débattus à l'Assemblée, qui pourront être votés et qui arriveront devant le Conseil constitutionnel, on peut très bien avoir en l'état des lois votées qui soient à nouveau censurées par le Conseil constitutionnel. Donc la question se posera inévitablement. Voilà, parce que ça ajouterait finalement une difficulté à gouverner, qui peut s'ajouter à une autre difficulté à gouverner selon la composition de l'hémicycle au soir du 7 juillet. Un dernier mot très rapide, il nous reste une poignée de secondes. On parle beaucoup de l'audiovisuel public. Alors ça nous agite un peu, nous, autour de nos micros, même si ici, bien c'est pas l'audiovisuel public, on fait partie du secteur privé à Bretagne 5, mais il faut une réforme rapide du secteur public de l'audiovisuel, ou une privatisation, on l'a entendu de la bouche de Marine Le Pen, entre autres.
Je l'ai entendu également. En tout cas, il faut soutenir les radios indépendantes. C'est un premier point, et l'audiovisuel indépendant. Mais il y a une vraie question qui se pose sur le public. Et puis, le sujet doit être mis sur la table. C'est une certitude, parce que tous ces gens-là ne sont pas représentatifs de la France. Voilà, vaste sujet, on en reparlera certainement. Nicolas Lecaroff, membre du Bureau national des Républicains, délégué de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin en direct. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.